Eh bien, bonjour à tous. On est ensemble pendant 3 quarts d'heure pour parler ensemble des zones à faible émission. Alors, j'ai échangé un petit peu avec les personnes qui sont dans la salle. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, des acteurs du transport francilien. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire le point ensemble sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on doit faire, avec un cas particulier qui va être en particulier développé, c'est l'engagement du groupe Lacroix-Savac dans cette démarche de zone à faible émission. Donc l'idée aussi est d'échanger. Vous pouvez, tout à l'heure il y aura un moment d'échange et n'hésitez pas à lever la main et j'irai vers vous où vous avez un micro qui est ici. Donc on va parler ensemble des zones à faible émission et pour ça vous êtes tous les trois autour de cette table. Avec vous d'abord, Claude Arnaud, vous êtes, j'allais dire, l'expert parce que vous êtes président de l'Institut Efficacity, qui est un institut de recherche et de développement pour la transition énergétique dans la ville. Donc vous allez nous donner quelques clés pour bien comprendre ce que sont les zones à faible émission. Dans un deuxième temps, on va voir avec vous Stéphane Guéné, vous êtes le professionnel de la mobilité, vous dirigez le groupe Lacroix-Savac, vous nous direz d'ailleurs un mot sur ce groupement, puisqu'on m'a posé la question tout à l'heure, et vous allez nous montrer les démarches que vous avez engagées depuis déjà de longues années pour répondre aux enjeux environnementaux qui sont de plus en plus prégnants pour les collectivités territoriales et les acteurs du territoire. Et puis, malheureusement, David Béliard n'a pas pu nous rejoindre, et on le regrette évidemment, mais c'est vrai que j'ai préparé cette rencontre avec lui, donc je me ferai le relais d'un certain nombre de questions et d'éléments qu'il m'a donné. Et on va parler avec vous. Géric Bigot, vous êtes président du groupe Savac, et donc c'est vous qui travaillez avec la ville de Paris, en particulier sur le transport scolaire. Vous connaissez l'engagement de la ville de Paris en matière environnementale, et si votre groupe travaille avec la ville de Paris, c'est bien lié aux engagements en matière environnementale que vous avez pris. Voilà un petit peu l'idée. Comme 3 quarts d'heure passent vite, on va commencer avec vous, Claude Arnaud. Alors, il y a un autre moyen aussi pour participer, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en ligne et qui vont pouvoir poser des questions tout simplement par Internet et que je vais voir là. Alors, Claude Arnaud, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'impact du transport sur l'environnement ? Vous savez les uns et les autres à quel point l'environnement est d'abord un engagement que la France et l'Europe a pris. Et donc, quelle est la part du transport dans l'enjeu environnemental ? Bonjour à tous. Alors, il faut replacer un petit peu effectivement, avant de parler des ZFE et l'intérêt des ZFE en termes d'une part environnementaux et d'autre part les conséquences sur le transport public, il est intéressant de replacer le transport public dans l'ensemble des déplacements. Je vous donne 2-3 chiffres qui datent de 2019. 2019, c'est sans doute la dernière année avant le Covid. 2020-2021 seront encore très perturbés quand on aura des chiffres dans quelques temps, et probablement même 2022 avant de revenir, espérons-le, à une plus grande normalité comparable à 2018-2019. Bon, c'est des très grands chiffres, hein, mais c'est toujours intéressant d'avoir quelques éléments dans la tête. C'est 1000 milliards en France, hein, c'est 1000 milliards de kilomètres voyageurs dans l'année 2019. Il y en a 80% de ces 1000 milliards, donc 800 milliards, faits en automobile. Il y en a 1,6% en avion. Mais il y en a 11%, 11,5% en ferroviaire, ça va du TGV au métro, et il y en a 6,5% en autobus et autocars. Donc il ne faut pas négliger l'autobus et l'autocar. C'est le métier de Lacroix-Savac, il ne faut pas le négliger. Maintenant, si on descend Île-de-France, sur les 1000 milliards dont je parle, France entière, hein, hors international, hein, quand je parle de l'avion, c'est hors les déplacements à longue distance. Mais les liaisons, Paris-Marseille, Paris-Nice, etc.
en Île-de-France, c'est 35 milliards de kilomètres voyageurs 2019. Alors on peut redescendre en dessous, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, mais ce que je veux marquer, c'est simplement que Lacroix-Savac est un groupe essentiellement routier, enfin utilisant des moyens routiers, et donc ne parlons pas de tout ce qui est ferroviaire, métro, train, TER, TGV, etc. Et en particulier, le routier, c'est celui qui a un impact sur l'environnement, car le ferroviaire, dans sa grande majorité, est électrique. Il y a évidemment encore pas mal de lignes TER en diesel, mais à peu près 40%, 45% quand même. Mais l'essentiel quand même du grand trafic ferroviaire et les trafics métro, tramway, bien entendu, ou TER, sont naturellement, ou RER, sont naturellement électriques. Alors, donc sans impact environnementaux. Est-ce que vous pouvez nous donner, parce que c'est une question qui m'a été posée, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur les zones à faible émission? Quelles sont les contraintes qui sont induites par cette loi et d'où vient-elle? Alors la zone à faible émission, c'est une opération qui est née en fait d'un accord de l'Union européenne pour essayer de baisser le plus rapidement possible l'impact environnemental de l'automobile essentiellement, ou en tout cas du transport routier, automobile, autobus, autocar et naturellement transport de marchandises. Cet accord de l'Union européenne a été décliné ensuite dans chacun des pays de l'Union avec des adaptations locales, enfin nationales. En France, on a commencé à parler de la ZFE déjà dans la loi de Madame Royal d'août 2015. Car dans cette loi, c'est là où vous avez les premiers éléments sur les contraintes imposées aux opérateurs en matière de renouvellement de leur flotte de véhicules routiers. Puis la loi climat-énergie a insisté, ça c'est celle de 2019, et la loi l'Homme également de 2019-2020, et la nouvelle loi climat-résilience qui est encore en débat au Sénat avancera encore un peu plus sur la mise en œuvre de ces ZFE. Alors pourquoi? Parce que ces zones à faible émission ont pour intérêt de baisser, effectivement, comme son nom l'indique, c'est de baisser le niveau d'émission, essentiellement pollution et gaz à effet de serre naturellement, sur une zone géographique donnée en fonction de critères qui ont été fixés. Alors qu'est-ce qu'on n'a plus le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a plus le droit de faire? Actuellement, il y a 5 ou 6 zones en France, dont la grande zone Paris, qui est en dessous des seuils, enfin qui est au-dessus des seuils de pollution, donc qui est obligée de devenir une zone à faible émission. Et actuellement, il y a, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 zones supplémentaires qui devraient arriver, enfin qui devraient être mises en œuvre dans les prochains mois, prochaines années. Tout ça sera en particulier précisé dans les nouveaux décrets liés aux lois sur notre territoire. C'est tout ce qui est à l'intérieur de l'A86, globalement. Voilà, alors... parce qu'on a mis un seuil de pollution et d'émission, et tout ce qui est au-dessus du seuil, vous devez construire une zone à faible émission. Alors, il y a une zone qui est en gros ceinturée par la 86, mais c'est chaque maire de l'île, enfin, en France et en Île-de-France bien entendu, qui prend le décret de dire, ok, ben moi, mon territoire rentre dans la zone à faible émission. Alors, une zone à faible émission, c'est quoi l'impact pour le transport routier? C'est essentiellement lié à la question des fameuses vignettes critères. Alors critères pour les voitures et critères pour les véhicules de transport et notamment de transport de personnes et de transport de marchandises bien entendu. Alors vous avez une classification, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de 1 à 5 et en fonction des années, il y a un calendrier qui est mis en œuvre et en fonction des années, on élimine au fur et à mesure que le temps passe les critères 5, les critères 4, les critères 3, etc. Actuellement, il y a 2 critères, 4 et 5, qui sont interdits à partir de maintenant dans la zone Île-de-France.
Donc c'est un effet de contrainte pour les personnes qui ont des véhicules critère 4 et critère 5, et y compris pour les véhicules effectivement de transport de voyageurs. Alors, il y a toute une classification, rentrons pas dans ces détails parce que c'est un peu sordide à la limite, hein. Enfin, c'est pas le plus passionnant. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement à quoi ça sert et c'est quoi les conséquences. Et puis, mais si vous permettez, si vous me donnez encore une minute, mais je ne veux pas dépasser trop mon temps, c'est intéressant de replacer le contexte du transport public dans ce cadre-là, dans le cadre à la fois des ZFE, mais dans le cadre finalement de l'environnement. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a deux très grands fondamentaux qu'il faut toujours avoir à l'esprit sur le transport public de voyageurs. Ces deux grands fondamentaux, c'est premièrement, c'est le seul système qui permet de faire de la masse au sens du volume de personnes à transporter. Les véhicules individuels transportent énormément de personnes, mais en général et en moyenne, ils transportent 1,2, 1,3 personnes par voiture. Donc il y a presque autant de personnes transportées qu'il y a de voitures en circulation. La densification liée à l'effet de masse et cette massification de transport de voyageurs, c'est un des atouts majeurs du transport public. Le deuxième atout, qu'on oublie un peu trop, c'est le lien social. C'est le seul moyen de desservir un certain nombre de territoires. Pour des gens qui n'ont aucun moyen de déplacement, c'est quand même le transport public qui peut qui peut leur permettre effectivement une vie sociale normale ou plus normale. Alors, ce n'est pas vrai partout, et c'est vrai que dans les territoires très ruraux, on a effectivement des problèmes de desserte. Mais globalement, dans l'Île-de-France, au pire, des entreprises comme la Croix montent des opérations de transport à la demande. Donc, n'oublions pas ces deux grands atouts. Il faut en ajouter un troisième. Le troisième atout du transport public, c'est son atout environnemental. Pourquoi ? Alors vous allez me dire, mais les constructeurs automobiles ont fait des progrès considérables en matière de dépollution de leurs moteurs. C'est vrai, et sous l'influence notamment des normes Euro, les fameuses normes Euro européennes, hein, comme leur nom l'indique depuis une vingtaine d'années, ont fait des progrès considérables. Incontestablement, vous savez qu'il y a la bataille aujourd'hui du 90 ou 92 grammes au kilomètre, moyennant que si vous n'y êtes pas, vous avez des amendes extrêmement élevées pour les constructeurs automobiles aujourd'hui. C'est pareil pour les autobus et les autocars, pour les véhicules routiers de transport, bien entendu. Mais seulement, ces véhicules sont des véhicules qui sont gérés par des entreprises et qui sont sous mandat, en général, de contrats publics. Et donc, il est beaucoup plus simple pour une entreprise comme la Croix-Savac d'équiper, de faire bouger sa flotte pour passer d'une flotte entièrement diesel à une flotte propre. On verra après, si vous me donnez quelques temps, je peux éventuellement faire un panorama des solutions qui existent. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour avoir des véhicules propres ? Et ça, c'est un des atouts du transport public. Pourquoi ? Parce que vous pouvez extrêmement rapidement baisser l'impact environnemental et notamment l'impact carbone d'une flotte de véhicules de transport public beaucoup plus vite que l'ensemble des millions de voitures individuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce contexte, parce qu'on voit bien en effet l'enjeu environnemental et les atouts du transport par car que gère le groupe La Croix-Savac. Alors, on reviendra avec vous, en particulier en fonction des questions qui vont être émises. Mais justement, vous, Stéphane Guéné, vous dirigez le groupe La Croix-Savac. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu ce que font La Croix et Savac ? En gros, ce sont deux entreprises qui se sont rapprochées il y a quelques années, hein, c'est ça ? Oui, qui viennent de se rapprocher, je dirais, très récemment. De façon très récemment, puisque c'est la réunion en fait de deux groupes privés en Île-de-France, franciliens, qui se sont rapprochés pour relever les défis qui doublent la transition énergétique bien sûr, mais aussi d'offrir une alternative
privée et francilienne lors de l'ouverture à la concurrence d'Île-de-France Mobilité. Et donc le groupement La Croix-Savac, c'est la réunion en fait des 2 premières entreprises privées, principalement dans le Val d'Oise et dans les Yvelines. Ça regroupe un ensemble de 2200 salariés, de 1427 véhicules. Et nous avons un modèle économique qui nous permet en fait de nous développer sur 2 pieds. Le premier, c'est toutes les lignes conventionnées, le transport public de masse tel qu'il se pratique avec Île-de-France Mobilité. Et puis le deuxième, parce que Paris sera toujours Paris et la région capitale est un des phares d'attraction du monde, eh bien, ce sont sur toutes les autres activités de tourisme, d'occasionnel, de périscolaire et surtout d'un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel on pense qu'il y a beaucoup de développement à faire, c'est les déplacements de banlieue à banlieue. Voilà donc un groupe de référence territoriale en matière de transport et de mobilité. Vous avez, en préparant cette rencontre, d'ailleurs je ne me suis pas présenté, je m'appelle Grégoire Milot et je m'occupe d'une société qui s'appelle État d'Esprit qui fait de la concertation publique et je travaille en particulier avec bon nombre de collectivités territoriales, dont la ville de Paris, que j'accompagne sur bon nombre de concertations. Or, voilà, vous avez vu il y a quelques années, tout simplement, les zones à faible émission qui sont arrivées. Comment vous avez réagi et qu'est-ce que vous avez fait pour répondre à cette contrainte? Et j'ai bien vu en étudiant le dossier, vous avez été un des tout premiers à vous engager justement dans cette démarche. Comment vous avez géré les ZFE au sein du groupe ? D'abord, nous, les ZFE, ça nous a paru une suite logique de tous ces process qui ont été engagés, où on voyait bien un certain désamour des sources de combustion habituelles, désamour complètement justifié de par les chiffres de pollution dont Claude Arnaud évoquait tout à l'heure. Donc, comme nous, notre métier, c'est de transporter des gens et de transporter en masse, on a pris ça non pas comme une contrainte supplémentaire, mais comme une évolution des contraintes que nous avons. Et on a, en fonction de nos 2 métiers, puisque jusqu'à présent nous étions investisseurs aussi pour les lignes conventionnées, et IDFM va reprendre cette compétence, nous avons essayé de développer une flotte en énergie nouvelle, que ce soit GNV, électrique et même hydrogène. Et puis pour nos activités privées, nous avons pris le parti d'abord de tester les nouvelles énergies. On a une flotte, notamment chez Savac, de cars électriques, de cars hybrides, qui nous permettent justement de passer cette nouvelle barrière qui est mise pour pouvoir justement faire découvrir la capitale, quelle que soit, je dirais, la vignette critère en utilisation ce jour-là, puisque les voyageurs qui ont fait le tour du monde pour venir voir Paris vont pas accepter de se retrouver à l'entrée, tout simplement parce que ce jour-là, les zones de pollution seront peut-être un petit peu plus marquées. Donc on a pris le pas d'investir dans cet véhicule, y compris donc pour nos activités tourisme occasionnel et privé. Donc ça, ce sont des investissements très importants que vous avez engagés. J'allais dire, ça s'étale pendant combien de temps? C'est quoi un peu le programme de renouvellement de la flotte? Alors, sur nos activités privées, à partir de l'année dernière, c'est la première année où nous avons décidé de renouveler tous nos véhicules exclusivement en nouvelles sources d'énergie. GNV, un peu d'électrique. On regarde l'hydrogène avec beaucoup d'attention et même un petit peu de gourmandise parce qu'on pense que c'est un secteur, c'est une énergie d'avenir. Et puis, ça, M. Bigot pourra en parler mieux que moi, on exploite 2 bus à hydrogène en transport public pour le compte d'IDFM. Et franchement, mis à part les quelques sujets au début d'adaptation, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, un investissement de votre part, un renouvellement de la flotte. Dans la salle et en vidéo, il y a des gens qui se disent « Ok, très bien, mais comment s'adapter en matière de formation des conducteurs? Est-ce qu'il y a des contraintes ou des éléments qui apparaissent que vous avez gérés
ces derniers mois ou ces dernières années? Je vais plutôt laisser la parole à M. Bigot là-dessus. Alors, Géric Bigot, c'est vous qui présidez SAVAC. Vous allez nous parler justement de ce que vous faites avec la ville de Paris tout à l'heure. Mais cet aspect, c'est comment accompagner, comment une entreprise comme la vôtre accompagne le renouvellement de la flotte. Est-ce qu'il y a des impacts ou pas? Oui, bien sûr. Donc les impacts principaux sont effectivement la formation du personnel. Donc les constructeurs qui nous ont livré nos premiers véhicules gaz ou nos premiers véhicules électriques nous ont accompagnés sur ce point. De même pour les véhicules hydrogène qui sont forcément un petit peu plus compliqués effectivement au niveau sécurité embarqués dans le véhicule. Donc on a une formation vraiment spécifique avec des véhicules spécifiquement affectés sur ce type d'énergie. Je dirais que la plus grosse transformation se situe plutôt au niveau de l'atelier. Donc au niveau des ateliers, nous sommes obligés de mettre en place des zones ATEX, des systèmes de détection de gaz, donc soit d'hydrogène, soit de systèmes de détection de gaz pour pouvoir rentrer les véhicules à l'intérieur de l'atelier. Et puis une formation de nos équipes de maintenance. Alors le groupe Lacroix-Savac a choisi de faire l'ensemble de la chaîne de la maintenance, sauf sur la pile à combustible. Donc la pile à combustible reste une compétence du fournisseur Ballard. Sinon, nous avons formé l'ensemble de nos équipes à la maintenance, donc du gaz, de l'électricité et de tout ce qui est électricité jusqu'à la partie hydrogène sur un véhicule hydrogène, parce que je le rappelle, un véhicule hydrogène n'est qu'en fait un véhicule électrique avec une petite batterie qui est rechargée par la pile à combustible. Voilà, c'est une adaptation nécessaire en tout cas. Alors je reviens vers vous, Stéphane Guennet, puisque on le voit, le groupe s'est engagé rapidement dans cette démarche, et j'allais presque dire le fait d'être largement en amont, j'allais presque dire même des obligations, c'est-à-dire que les premiers cars nouvelle génération que vous avez étaient avant la mise en œuvre de la ZFE. On le voit assez, et dans nos boulots, on voit à quel point l'enjeu environnemental est important, y compris dans les appels d'offres auxquels vous répondez, et c'est vraiment une donnée sur laquelle les élus sont de plus en plus sensibles. Comment un groupement tel que le vôtre intègre ces données environnementales dans la gestion de ces missions, au-delà du renouvellement de la flotte? Qu'est-ce que fait le groupement dans ce domaine? Ce que nous faisons déjà depuis bien longtemps, parce qu'en fait, le développement durable, c'est une partie intégrante de notre métier de transporteur de voyageurs. Et en fait, on fait déjà beaucoup de choses naturellement pour faire ce métier de transporteur de voyageurs. Et il y a une dimension environnementale qui là encore, est très naturelle. Donc, quand on a commencé à se focaliser un peu plus sur ces questions, on a d'abord répertorié tout ce que nous faisons en matière de traitement des déchets, de récupération d'eau de pluie, de traitement des huiles, évidemment. Et puis, l'époque étant ce qu'elle est, on s'est vite rendu compte qu'il fallait être capable non seulement de mesurer, mais aussi de pouvoir prouver qu'en clair, on peignait pas simplement en vert, mais qu'on faisait effectivement quelque chose qui était conforme avec nos objectifs de développement durable. Donc on a travaillé, on a développé des partenariats, notamment avec Paris Senco et un certain nombre de start-up qui permettent aux uns et aux autres de vérifier en fonction de telle ou telle application où sont nos bus. Est-ce que le bus va passer? Est-ce qu'il a passé? Est-ce qu'il est en retard, etc. Donc un gros effort de transparence dans ce domaine-là. Et puis un autre domaine où on affiche à la fois nos objectifs, nos axes de progrès et là où nous en sommes tous les jours sur une plateforme qui s'appelle plateforme Z. Et on a la chance aussi d'avoir quelques transporteurs et un très puissant notamment qui nous a rejoints sur cette plateforme. Et ça nous permet non seulement de nous comparer, mais ça nous donne un fil conducteur et ça montre bien les prochaines étapes que nous devons accomplir. Et surtout, ça prouve ce que nous faisons de façon chiffrée. Et en effet, je voyais tout à l'heure aussi, par exemple, votre engagement sur le suivi de votre démarche RSE. Où vous avez mis en place un certain nombre d'indicateurs que vous pouvez évidemment présenter et donner. On va terminer ce tour de table avec vous, Géric Bigot, puisque vous allez nous parler justement d'un exemple très concret. C'est celui de la ville de Paris, puisque vous avez récupéré il y a quelques années, il y a 4-5 ans, c'est ça, Oui, c'était en 2015, les premières démarches avec la ville de Paris.
Alors 2015, en gros, le contrat que vous avez avec la ville, Alors, de quoi le groupe Savac en qu'est-ce qui 2015 concerne ne travaillait pas avec la ville de Paris. Il s'est retrouvé que j'ai pu rencontrer Christophe Najowski, qui était adjoint à la mairie de Paris à l'époque, et qui m'a fait part de son projet de sortir le premier marché donc, de transport en commun de voyageurs, principalement adressé aux scolaires de la ville de Paris, avec une motorisation non diesel. Donc c'était le premier marché en France de ce type. Et au début, donc, la vraie question, c'était est-ce qu'ils allaient avoir en phase 2 des candidats pour répondre à ce marché? Puisqu'à l'époque, en 2015, pas beaucoup d'entreprises avaient des véhicules autres que diesel. Je parle en autocar, hein, bien sûr, on ne parle pas d'autobus, on parle bien d'autocar. Et donc, à cette époque-là, la démarche de la mairie de Paris a été très pragmatique. La première chose, c'était de faire le tour des constructeurs pour savoir s'il existait vraiment une offre d'autocars non diesel qui pouvait être acquise par les opérateurs. Donc ils ont commencé la démarche à peu près 15 mois avant de lancer le marché. Le groupe Savac, de par son origine au cœur de la vallée de Chevreuse, a bien sûr foncé sur l'occasion. Nous n'étions, je le répète, pas prestataires pour la mairie de Paris à l'époque. Et nous avons décidé d'accompagner la mairie de Paris dans ce challenge. Et donc nous avons démarché avec la mairie de Paris des constructeurs. Nous avons trouvé un constructeur, Scania pour ne pas le citer, qui avait déjà des expériences dans le domaine en Norvège principalement. Et donc la mairie de Paris a estimé qu'effectivement le produit existait, donc l'autocar non diesel existait, donc il a décidé de se lancer à lancer ce marché de transport scolaire. Donc le marché de transport scolaire, c'est à la fois d'emmener des enfants le matin et le soir de leur domicile vers des écoles, parce qu'il y a des écoles qui sont parfois en travaux, donc on fait des navettes d'une école à une autre école. Et puis le plus gros du marché, c'est les transports de piscine et de sport, parce que l'ensemble des enfants scolarisés intramuros vont faire du sport souvent à l'extérieur de Paris ou se rendent à la piscine. Donc c'est la principale activité que l'on fait avec nos cars au gaz et nos cars électriques. Alors c'est vrai que David Béliard, dans la préparation que j'ai pu avoir avec lui, voilà, m'a dit à quel point l'engagement et l'investissement de votre flotte et de votre entreprise Savac avait été déterminante. Est-ce que les choses aujourd'hui, est-ce que les contraintes se sont renforcées depuis 5 ans et est-ce que vous avez vous aussi accompagné et fait évoluer les contraintes grandissantes qui existent dans ce domaine ? Alors les contraintes n'ont pas évolué puisqu'on est toujours sur des cars non diesel, hein, comme le dit le marché. Donc aujourd'hui, la seule offre, c'est le gaz et l'électricité. Ce que ça a pu amener, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un constructeur qui faisait des autocars au gaz. Aujourd'hui, on a une multitude de constructeurs. On a 3 constructeurs qui sont capables de nous servir, donc avec des prix d'acquisition qui ont fortement baissé depuis les dernières années. Et puis ça a permis au groupe Savac aussi de créer un partenariat avec un constructeur d'autocars électriques, parce qu'il n'y avait à l'époque aucun autocar électrique disponible sur le marché européen. Et nous avons défini un cahier des charges qui correspondait à celui de la mairie de Paris. C'était un car qui avait des ceintures de sécurité, qui pouvait contenir 59 enfants pour transporter 2 classes. Et nous avons, avec le constructeur Yutong, donc qui est un constructeur chinois, mis au point un cahier des charges pour construire ces véhicules électriques. Aujourd'hui, je le rappelle, pour l'instant, en autocar, il n'y a que 2 constructeurs qui sont distribués en France. Les 2 constructeurs sont chinois, malheureusement. Nous n'avons pas encore de constructeur européen d'autocars électriques. Et donc, de par ce cahier des charges, nous avons construit les premiers véhicules et nous avons pris le challenge de acheter massivement les 12 premiers autocars sans les connaître, sans les avoir vus. Et ils nous ont été livrés donc, en 2017 et principalement pour ce marché de la ville de Paris. Donc, en fait, tous ces systèmes des pollutions, je dirais, de transport. On est toujours sur le système de l'œuf et de la poule. Oui, on en revient toujours là parce qu'on parle de gaz. Oui, le gaz c'est bien, mais quand il n'y a pas de station, il n'y a pas de véhicule, il n'y avait pas de constructeur. Donc on a fait naître aussi, la région parisienne a fait naître une offre d'autocars au gaz qui n'existait pas avant ce marché. On a continué avec l'électrique. L'électrique n'existait pas. On a réussi avec un constructeur à créer cette offre et avoir enfin un véhicule électrique qui est déployé maintenant au niveau européen. Et puis on s'est engagé aussi sur l'hydrogène. De la même façon, on a eu la chance d'avoir une station hydrogène, donc là c'est sur du transport régulé avec Île-de-France Mobilité, mais on a eu la chance d'avoir une station hydrogène qui était pas loin de nos dépôts, donc c'est ce qui a permis l'investissement de ces véhicules hydrogène. Donc je dirais que pour toutes ces sorties du diesel, il faut aussi surtout bien prévoir l'infrastructure
en même temps que l'acquisition des véhicules, parce que souvent on est freiné par l'infrastructure. Alors justement, avant de laisser la parole à la salle, c'est la dernière question, c'est est-ce que après 5 ans d'expérience avec la ville de Paris, il y a eu encore des évolutions, des adaptations que vous avez menées en liaison avec la ville, parce que cette notion de partenariat est vraiment ressortie des échanges que j'ai pu avoir avec David Béliard sur le côté que voilà, il y avait une connexion entre eux et vous, et en gros vous faisiez progresser les choses au fur et à mesure. Ah oui, comme je vous l'ai expliqué, on a fait naître effectivement des véhicules qui n'existaient pas. Donc sur les contraintes, il n'y en a pas eu de nouvelles depuis le renouvellement du marché qui a eu lieu, puisqu'on est arrivé maintenant dans un nouveau marché qui a été renouvelé, et la mairie de Paris nous a refait confiance, bien fort heureusement. Maintenant, nous allons continuer à poursuivre la transformation de notre flotte, puisque cette impulsion a été une impulsion pour l'ensemble du groupement. On a commencé avec la mairie de Paris, mais on sent bien la volonté des communes limitrophes maintenant, et plusieurs communes ont suivi la mairie de Paris sur cette sortie du diesel. Donc maintenant, le gros challenge, c'est de continuer à transformer la flotte du groupement Lacroix-Savac vers 100% d'énergie nouvelle, comme l'a dit Stéphane Guénet. Ok. Pardon, c'était justement, vous répondiez bien à la question que se posait monsieur. Je reviens vers vous, Stéphane Guénet. Donc, voilà, on le voit bien avec l'expérience. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres illustrations en Île-de-France d'actions de ce type qui ont été menées par soit la Croix ou en tout cas voilà, des exemples d'engagement des entreprises, enfin de la Croix et de Savac avec les collectivités locales, territoriales avec lesquelles vous travaillez. Ou d'ailleurs, vous qui présidez le groupe Savac, est-ce qu'au-delà de Paris, est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous avez? Oui, bien sûr. Écoutez, on a la ville de Rueil-Malmaison, par exemple, qui vient de recevoir cette semaine l'ensemble de sa flotte en autocar au gaz, que nous avons mis à leur disposition. Et puis, il y a de nombreuses villes, effectivement, qui sont à l'intérieur de la 86, qui maintenant, systématiquement, nous sollicitent sur une partie, voire la totalité de leur marché, donc des marchés de transport par autocar, principalement pour du transport scolaire ou du transport des personnes âgées, qui nous sollicitent effectivement pour des véhicules non diesel. Donc on sent qu'il y a quand même une impulsion qui a été mise en place par la mairie de Paris, donc comme je vous le disais en 2015, et aujourd'hui on sent très bien la volonté de l'ensemble des élus d'Île-de-France d'aller dans ce sens. Merci pour ces précisions. Alors Claude Arnaud, je reviens vers vous. Vous aviez en tête justement tout à l'heure quelques messages à faire passer en matière justement de zones à faible émission, ou en tout cas d'analyse du transport public en matière environnementale, et je vous laisse la parole. Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, alors sur deux sujets. D'abord, vous voyez bien qu'on a une difficulté quand même, c'est que l'offre de véhicules propres, non diesel, elle est encore un peu courte. Et c'est grâce à des entreprises comme la Croix et Savac que, par exemple, l'autocar électrique a pu commencer à venir en France. C'est un peu dommage que ce soit des autocars chinois, mais les entreprises européennes d'autocars ne sont pas encore passées complètement à la motorisation électrique. Les autobus, oui, enfin les constructeurs d'autobus, mais les constructeurs d'autocars, pas encore. Donc c'est là où il faut insister, et c'est une des conséquences possibles, pour ne pas dire probables, des ZFE, que d'inciter le monde industriel à faire la bascule. Alors, qu'est-ce qu'on a comme offre aujourd'hui? On a de l'autobus électrique, pas trop de problèmes. On a 3, 4, 5 constructeurs en Europe, donc ça va. L'autocar, c'est encore trop juste, puisqu'on a essentiellement des constructeurs chinois. On a du gaz, mais n'oublions pas que ce qui est intéressant, ce n'est pas le gaz, c'est le biogaz. Parce que le gaz, ce n'est pas très différent du pétrole en termes d'émissions. Donc ce qu'il faut, c'est du biogaz. Ne négligeons pas quelque chose qui va être temporaire, mais ce sont les biocarburants, c'est-à-dire c'est du diesel propre, et notamment des esters à partir d'huile de colza, par exemple, qui commencent à très bien tourner,
et qui donne des rendements et des abaissements en termes d'émissions de carbone tout à fait significatives. Significative, c'est de l'ordre de 60% quand vous faites un bilan complet. Donc c'est quand même intéressant. Mais c'est forcément temporaire, ça ne peut être utile que dans une planification très construite d'une flotte qui dit progressivement, j'achète des véhicules électriques à hydrogène ou des véhicules au gaz ou au biogaz. Et comme vous ne pouvez pas renouveler une flotte instantanément du jour au lendemain en totalité, vous le faites progressivement année par année. Et donc vous pouvez par contre commencer à équiper votre flotte diesel avec du biocarburant et vous descendez votre empreinte carbone. Ça c'est très intéressant, c'est ça l'intérêt du transport public, c'est encore une fois la gestion de flotte. Bon, deuxième sujet dans les conséquences des ZFE. Au fond, la question qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une ZFE, c'est une contrainte que vous mettez sur les entreprises et sur les particuliers avec leur voiture. C'est quoi la contrepartie ? Il faut que ça soit win-win, comme on dit en bon français. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Il faut que ça soit qu'il y ait une contrepartie. La contrepartie, c'est qu'il faut effectivement que l'on réorganise territorialement parlant le transport et l'ensemble de la gestion des déplacements. Et donc, ces ZFE, c'est aussi des opportunités pour les entreprises de transport public. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a devant nous comme défi ? On a le défi de l'environnement, mais pour faire cette bascule, c'est-à-dire que les transporteurs puissent être plus vertueux, il leur faut des véhicules, on vient de le dire. Donc il faut que les industriels y aillent. On a à disposition ce que le numérique nous apporte. Le numérique nous permet quoi ? Sans rentrer dans ce qu'on appelle la révolution numérique et sans exagérer ce problème-là. Quel est l'énorme intérêt ? Tous les métiers du transport sont des métiers d'offre. On ne raisonne qu'en offre. La demande, on ne la connaît pas, ou on la connaît mal. On la connaissait par des enquêtes ménages tous les 3, 4, 5 ans, voire 10 ans. Imaginez-vous, par exemple, sur un autre domaine, le transport de marchandises, la logistique qui a explosé avec le Covid, la livraison à domicile, etc., qui a explosé. Nous n'avons pas aujourd'hui en France d'enquête sur la logistique. Les chiffres, les premiers chiffres que nous avons à disposition en France remontent à 2013. On est en 2021 et croyez-moi, le e-commerce et la livraison, ça a explosé depuis 2 ans notamment, mais même depuis les 10 dernières années. Donc, qu'est-ce qu'apporte le numérique ? La connaissance de la demande. Une entreprise comme la Croix-Savac, grâce au numérique, peut commencer à comprendre la logique de ses clients individuels qui viennent dans son réseau, qui viennent dans ses réseaux et dans ses véhicules. Troisième sujet, donc premier sujet, les véhicules pour avoir une flotte environnementale friendly. Deuxième sujet, le numérique. Troisième sujet, pousser très loin la réorganisation des réseaux pour aller jusque dans le capillaire territorial pour augmenter ce lien social que nous avons. Et quatrième sujet, il faut un modèle économique et il faut remettre un peu à plat le modèle économique des transports publics. Merci. C'est ça les sujets de l'avenir. Alors, j'allais presque dire, ça fait un très bon lien vers la conclusion de notre rencontre, puisque voilà, ces 4 points, Stéphane Guéné, quelle est votre réaction par rapport au groupe La Croix-Savac ? Je pense, et en tout cas, l'initiative que vous avez fait d'organiser cette rencontre sur ce sujet, les contrats que vous récupérez montrent votre engagement dans ce domaine. Je voudrais avoir votre réaction. Il y a un point aussi qui est lié au profil d'un des participants qu'on n'a pas trop développé. C'est aussi votre engagement territorial. Vous l'avez rappelé, le groupe La Croix-Savac est initialement un groupe francilien. Et je sais dans les réunions préparatoires qu'on a eues à quel point vous vous engagez pour l'emploi local, pour le fait que les gens qui bossent chez vous soient formés, soient issus du territoire local. Et je sais que ce sont des points très important pour les élus avec lesquels vous travaillez. Je vous laisse un peu conclure par rapport à ce que Claude Arnaud nous a dit et aussi par rapport à cet enjeu d'ancrage territorial. Oui, alors sur la notion d'ancrage territorial, on voit bien que en Île-de-France, il y a un réseau de transport en commun au niveau
d'une région et d'une capitale. C'est énorme. Et l'autorité organisatrice qui doit coordonner tout cela le fait nécessairement à un certain niveau. Pour que ce soit efficace, que l'usage se développe auprès de tous les Franciliens et de tous les Franciliennes, il y a besoin d'avoir un parcours voyageur qui soit complètement balisé et presque individualisé en multipliant les différents modes de transport. Et en fait, un voyage en Île-de-France, ça cumule un certain nombre de moyens de transport qui sont tous différents. Et il est nécessaire de partir d'une capillarité très fine lorsque vous quittez votre domicile pour vous rendre à votre station de bus ou à votre station de métro ou de RER. Et c'est finalement l'intégralité de cette chaîne-là qui va faire que vous trouverez que la solution de transport public de voyageurs, elle est finalement efficace et adaptée à ce que vous êtes. Avec une contrainte, c'est qu'elle aussi, elle doit être peu chère. Et ça, c'est un point important. Au niveau du groupement La Croix-Savac, on est très implanté dans la moitié ouest de l'Île-de-France parce que justement nous sommes à même sur ces territoires d'assurer ce maillage et de trouver les gens qui vont assurer une partie de ce service. Je rappelle que nous avons quand même un peu plus de 2200 conducteurs et donc c'est autant de gens qui vivent et travaillent sur des départements bien précis et qui contribuent à amener les Franciliens et les Franciliennes chaque jour vers leur lieu de travail, vers leur lieu de loisir. Et donc ce maillage territorial est excessivement important et c'est là où l'opérateur de transport a aussi ce rôle d'interface à faire entre, je dirais, l'autorité organisatrice IDFM et puis le lien entre les collectivités territoriales et chacune et chacun des Franciliens et des Franciliennes. Sur le modèle économique, investir dans les véhicules, et là ça concerne principalement les activités non conventionnées, dans les nouvelles, avec les nouvelles énergies, faut pas se leurrer tout de suite, ça a un coût. Et donc il est nécessaire d'avoir du temps, mais pas forcément trop, pour aller vers une mobilité beaucoup plus écologique. Et les délais qui nous sont donnés doivent permettre à la fois d'écouler les véhicules que nous utilisons tout de suite en termes de véhicules d'occasion, parce qu'il y a un vrai problème de revente de ces véhicules, pour pouvoir justement contribuer à avoir une pérennité économique qui permet de passer d'une mobilité essentiellement diesel et gasoil vers des mobilités nouvelles. Parce qu'il y a une contrainte très importante, c'est que ça coûtera plus cher, mais le contexte financier des collectivités et de la France en général étant ce qu'il est, et avec la dette Covid qui se met par là-dessus, eh bien la pression sur les prix et sur les ressources financières va être très forte. Donc on est encore dans une époque où il vaut mieux être moins cher que plus vert. Je crains qu'on en prenne encore pour quelques longues années. Voilà. Bien. Merci messieurs pour ces éclairages utiles. Et puis voilà, si on veut échanger avec vous, vous êtes à la disposition des uns et des autres. Merci à toutes et à tous d'être venus. Et je vous souhaite une très bonne fin de salon et une bonne fin de journée. Merci.